Il y a 13,5 milliards d'années, il y a eu le Big Bang. Enfin du moins c'est ce qu'on pense, ce qui a marqué le début de notre univers. Un peu plus tard dans le temps, il y a 3,8 milliards d'années, il y a plusieurs molécules qui se sont combinées, et cette combinaison a créé ce qu'on appelle des organismes. Loin dans le futur, les Homo sapiens que nous sommes ont poussé l'autre espèce humaine qui cohabitait avec elle, le Néandertal, à l'extinction. Et pourtant, c'était pas spécialement évident au début, parce que la première fois qu'on a croisé un Néandertal et qu'on s'est fait un petit 1 contre 1, on a perdu. Mais pourtant, aujourd'hui, on est toujours présent comme l'espèce qui domine. Alors voici l'histoire de l'Homo sapiens, et ce que notre passé à tous peut nous apprendre sur notre présent. Il y a 70 000 ans, comme aujourd'hui, il y avait des mères de famille qui tenaient beaucoup à leurs enfants, qui les tenaient dans leurs bras et qui voulaient pas les laisser s'échapper, qui étaient tout le temps à leurs petits soins. Mais il y avait aussi des enfants sans surveillance, des enfants qui étaient insouciants et qui se baladaient et qui s'amusaient entre eux, sans personne pour les regarder. Et comme aujourd'hui, il y avait aussi des gars qui tapaient sur leur poitrine pour impressionner les femelles, mais les babouins, les chimpanzés faisaient exactement pareil, et on n'était pas si différents des singes. Les Homo sapiens étaient en aucun cas spéciaux, et on était même considérés comme assez faibles, parce que quand tous les animaux avaient des crocs, des griffes et des cornes, nous on n'avait que nos mains. Des mains qui font pas spécialement de dégâts. Et un autre point aussi, c'est qu'on est une des espèces la plus longue à grandir. On est comparable par exemple aux baleines boréales qui elles mettent 25 ans à atteindre leur maturité sexuelle. Nous ça met 14 ans, mais lors des premières années, si tu laisses un enfant tout seul dans la nature, il va pas survivre. Et donc ce que ça fait, c'est qu'on est des animaux interdépendants. On est des animaux sociaux. On dépend de nos parents assez longtemps. Ce qui fait qu'il fallait une tribu pour élever un humain. Et tout ce temps qu'on met pour grandir, pour sortir de l'enfance, il s'explique principalement par une chose, notre cerveau. Parce qu'il faut savoir que notre cerveau représente 2 à 3% du poids de notre corps, mais pourtant lorsqu'on fait pas un effort physique comme par exemple courir, chasser, etc., le cerveau consomme 25% de l'énergie de notre corps, qui est quand même assez énorme pour le poids qu'il fait. Mais c'est le prix à payer pour notre intelligence. Et l'autre prix aussi qui était à payer pour notre gros crâne, c'était chez la femme qui donnait naissance au bébé, des plus grosses hanches, parce que si la femme n'avait pas de plus grosses hanches, les bébés étaient à risque de mourir prématurément. Après avoir passé la première épreuve qui était de naître, il fallait maintenant survivre dans la nature. Et donc il fallait se nourrir et un petit peu échapper au danger. Il y a plus de 400 000 ans, quand les premiers humains voulaient manger, sachant qu'ils étaient assez faibles, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient des insectes, des fruits, et ils rongeaient les carcasses de ce que les lions avaient chassé, pour éviter de prendre le plus de risques possible. Et il y a 400 000 ans, les humains ont commencé à chasser des proies de plus en plus grosses, les permettant de mieux se nourrir. Si on a pu chasser des proies plus grosses, c'est parce qu'on a évolué face aux prédateurs qui étaient les lions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se tient debout sur nos deux pieds. À l'époque, dans la savane, il fallait se tenir debout pour scanner les environs, savoir où étaient les ressources et où étaient les prédateurs. Et donc avoir une plus grande taille, pouvoir s'élever plus haut, était un facteur de survie. Et je vais faire un parallèle par exemple à aujourd'hui, c'est pour ça que pour beaucoup de personnes, la taille de leur partenaire peut être importante. C'est littéralement ancré dans notre ADN, et donc quelqu'un qui était plus grand avait une possibilité de survivre plus longtemps. Et donc son partenaire aussi, et son enfant aussi. Comme je te disais, on s'est adapté à ce qui était tout en haut de la chaîne alimentaire, les lions. Et on s'est bien adapté avec notre intelligence. Et tous les animaux aussi s'étaient adaptés à ces prédateurs-là. Mais le truc c'est que, avec notre intelligence, tous les autres animaux n'ont pas eu le temps de se préparer à ce que nous, on était en train de devenir. Notre intelligence nous a permis de grappiller petit à petit les échelles de la chaîne alimentaire et de commencer à dominer tout le monde. Il y a plusieurs facteurs qui nous ont aidés, comme par exemple la maîtrise du feu. Il y a eu des premières traces il y a déjà plus de 800 000 ans d'êtres humains qui commençaient à maîtriser le feu. Et il y a un peu plus de 300 000 ans, c'était devenu normal d'utiliser le feu régulièrement. Comme par exemple pour manger de la nourriture qu'on ne pouvait pas manger si elle n'était pas cuite, ou même cuire des aliments, comme de la viande, qui nous permettaient de mâcher plus facilement. Par exemple, avant, mâcher une viande mettait 5 heures, et avec l'apparition du feu, ça mettait maintenant plus qu'une seule heure. Et donc l'Homo sapiens a commencé à dominer un peu tout. Et il a commencé à faire des choses bizarres, comme par exemple il y a 70 000 ans, il a commencé à aller en Australie, un endroit qu'il n'avait jamais foulé avant. Et petit à petit on a commencé à inventer toutes sortes d'objets. On a commencé à inventer des arcs, des flèches, des lampes, des espèces de bateaux qui nous ont permis d'explorer encore plus et de prendre encore plus d'avantages. Ça marquait déjà le début de la constante évolution et d'un certain progrès technique, qui était de plus en plus minutieux. On a même retrouvé de l'art qui date d'il y a plus de 25 000 ans, comme par exemple ici la première sculpture qu'on ait retrouvée, celle de l'homme-lion, qui pouvait aussi indiquer l'apparition des premières religions et de la mythologie. Je pense que les êtres humains d'aujourd'hui, on a un petit peu tendance à juger trop facilement l'intelligence des anciens êtres humains. On pouvait les penser bêtes. Parce que si on nous regarde à une échelle individuelle, l'Homo sapiens c'est pas très loin du chimpanzé. C'est seulement quand il commence à fonctionner en tribu, commençant par exemple à 150 personnes dans une tribu ou 1000 personnes, qu'il commence vraiment à y avoir un fossé avec les autres grands singes ou avec les autres êtres humains d'avant.
Il y a 30 000 ans déjà, les êtres humains fonctionnaient par tribus. Chaque tribu avait des cultures, des valeurs différentes. Et les différentes cultures qu'il y avait il y a 30 000 ans prouvent que les Homo sapiens avaient déjà les mêmes compétences qu'on a aujourd'hui, tant physiques qu'émotionnelles ou même intellectuelles. Dans quasiment toute notre histoire, l'humain a été un chasseur-cueilleur. Aujourd'hui, à notre époque, on n'a plus besoin d'aller chasser ou cueillir de la nourriture. T'as juste à te rendre dans le supermarché du coin, à acheter ce que tu veux et tu peux repartir tranquillement. Le côté chasse n'est plus là, mais le besoin en nourriture, lui, est resté. Et aujourd'hui, une des pandémies qui en résulte, de ce fait d'enlever la pénibilité quant à l'accès à la nourriture, c'est l'obésité grandissante. Cette pandémie d'obésité peut être traduite par un facteur. C'est qu'à l'époque, dans la savane, le seul mets sucré auquel on avait accès, c'était des fruits mûrs, qui avaient un bon goût et qui donnaient quand même pas mal de calories. Et donc par survie, quand on en voyait, on en mangeait un maximum pour se faire des stocks d'énergie, parce qu'on avait peur de ne pas en retrouver par la suite. Aujourd'hui, on a des réfrigérateurs, on peut stocker la nourriture, et donc on peut se gaver autant qu'on veut. On peut manger, par peur de survie, pourtant la nourriture est abondante. Les chasseurs-cueilleurs qu'on étaient des nomades. Ils se déplaçaient souvent, chaque semaine, chaque mois, suivant les saisons et les animaux. Et c'est seulement qu'après la révolution agricole il y a 10 000 ans qu'on a commencé à rester un petit peu des casaniers. Quand on était des chasseurs-cueilleurs, on peut dire qu'on était un petit peu des minimalistes. On devait tout le temps bouger et donc on n'avait pas le temps de s'encombrer. C'est que depuis très récemment dans l'humanité, quasiment la plupart des humains vivent dans la même ville toute leur vie, en grosses tribus de centaines de milliers d'habitants, pourtant ont aucun intérêt commun, si ce n'est que maximiser ce qu'ils appellent le bonheur. Bonheur qu'ils ont jamais pourtant défini avec des mots. Faisons un petit saut dans le présent et expliquons une petite recherche qu'il y a eu, qui s'appelle le cas du cloaque comportemental. C'est une série d'expérience qui a été faite avec des rats dans laquelle ils ont une société utopique, c'est-à-dire une société qui ne manque de rien. Il y a de la nourriture et des abris en quantité illimitée. Le fait que la vie soit devenue aussi facile dans cette société de rats, ça fait qu'il y a eu une explosion démographique. Et donc petit à petit, vu que tous leurs besoins étaient comblés et qu'ils étaient de plus en plus, les rats ont commencé à avoir des problèmes de santé mentale, si je peux appeler ça comme ça, et beaucoup sont devenus asociaux. Il y en a plein qui se sont renfermés sur eux-mêmes. Certains rongeurs évitaient les autres rongeurs le jour et vivaient seulement la nuit. Et petit à petit, plus la population augmentait, plus les rongeurs devenaient agressifs, jusqu'à ce que ça arrive que certains s'entretuent de manière au hasard. Et donc tous ces rats-là qui vivaient dans un enclos surpeuplé, ça a résulté au fait qu'ils s'en foutaient un petit peu de leurs enfants. Ils laissaient leurs enfants même mourir. Et comme je te le laisse comprendre dans cet exemple-là, c'est un peu pour faire un parallèle à la société dans laquelle on est. Je pense qu'on vit dans des villes trop grandes comparées à ce dont on est capable d'endurer. Ça fait comme des poupées russes. Il y a une grande ville, c'est la grande poupée, et dedans, t'as par exemple ton travail, t'as tes proches, tes amis, et c'est de plus en plus petit à chaque fois. Donc on appartient à une petite tribu dans une grande tribu. Ce qui fait que le bien de notre tribu n'est pas forcément le bien de la grande tribu. Parce que comme je te disais, il y a des gens qui ont des valeurs différentes qui vivent dans les mêmes groupes, dans les mêmes villes. Et donc ce qui est vu comme normal pour certains est vu problématique pour d'autres. À l'époque, il y a certaines tribus, comme aujourd'hui, qui acceptaient par exemple la polygamie, croyaient même en la réincarnation. Et d'autres non, complètement, ils bannissaient ça et ils tuaient même les gens qui avaient des comportements allant contre ces normes. Le fait que ces croyances et ces tribus sont mixées dans des mêmes villes, ça crée des tensions continues, des tensions qui sont pas nouvelles parce que c'est là depuis des milliers d'années. Je pense que pour être plus en paix avec soi-même et avec les autres, il faut comprendre que chacun vit une réalité différente, qu'il pense bon pour lui et pour ses proches, et qu'il faut rester avec un esprit ouvert. Parce que peut-être on peut simplement pas comprendre comment la personne pense, parce qu'on n'a pas été élevé de la même façon, et que c'est correct que ça soit comme ça. Ceux qui sont restés avec un esprit ouvert il y a 30 000 ans, quand ils rencontraient une autre tribu, ça leur arrivait parfois de partir chasser ensemble, s'échanger des objets et même parfois se lier d'amitié, et si le lien entre les deux tribus était assez fort, il arrivait parfois que les deux fusionnent afin de créer une seule et même tribu avec une seule culture et un seul langage. Des chercheurs ont observé récemment une des dernières tribus qui restait, qui s'appelle les Hachés ou les Gayaki, qui étaient des chasseurs-cueilleurs nomades, comme nous à l'époque, et vivaient dans les forêts du Paraguay, avant de se faire tuer par des fermiers de la ville. Ils documentaient des cas, comme par exemple le cas d'un homme qui avait été laissé derrière parce qu'il était malade par la tribu, abandonné à soi-même dans la forêt, qui a au final pu se soigner et réintégrer la tribu, mais c'était pas le cas de tout le monde. Si tu étais un poids, tu étais laissé derrière. C'est le cas d'une femme qui avait été blessée et qui a été achevée par un coup de hache dans la tête par un des plus jeunes membres de la tribu. Si je te dis ça, peut-être que ça peut te paraître choquant maintenant, à cette époque. Mais ce qu'on pense aujourd'hui et ce qu'on fait aujourd'hui va être choquant pour les générations futures. C'est un peu comme à l'époque où on pensait que la Terre était plate et qu'on tuait tout le monde qui n'y croyait pas. Même si on a des valeurs différentes, le point commun qu'ont à peu près tous les humains aujourd'hui, c'est le jeu auquel on semble jouer, le jeu de la vie. C'est-à-dire avoir la nourriture, un logement, une famille et de la réussite dans un domaine quelconque. Et c'est aussi ce qui relie tous les pays qui échangent entre eux afin de maintenir leurs ressources et leur puissance. Le but, c'est simplement d'avoir la tribu la plus puissante et la plus stable. Tout ça a débuté avec la révolution agricole il y a 10 000 ans, où les humains ont commencé à faire pousser des plantes et domestiquer des animaux. Ce qui les a menés à un mode de vie sédentaire, c'est-à-dire c'était des casaniers, ils bougeaient pas de chez eux. Ils sont installés dans des villages qui sont ensuite devenus des villes, et ils ont cultivé des céréales comme le blé, l'orge, etc., qui sont devenus les aliments de base pour notre alimentation. Et donc ce changement-là,
Le point positif, c'est qu'il a permis de produire beaucoup plus de nourriture pour des populations qui devenaient de plus en plus grandes, vu qu'on pouvait les nourrir. Mais le truc, c'est que ça a créé un petit peu un cercle vicieux. Plus on pouvait nourrir la population, plus elle grandissait, plus elle se reproduisait, et plus on devait les nourrir, et plus on devait travailler. Alors qu'à l'époque, en tant que chasseur-cueilleur, on avait juste à se servir de ce dont on avait besoin. Et contrairement à ce qu'on peut penser, à dire que la vie était plus facile, non pas vraiment, parce que les agriculteurs travaillaient donc plus longtemps que les chasseurs-cueilleurs, avec un travail physique souvent très intense. Cette transition de chasseur-cueilleur à agriculteur, ça a favorisé l'inégalité entre les hommes et les femmes. Parce que l'agriculture était un travail beaucoup plus physique, qui favorisait les hommes qui avaient donc un avantage physiologique, renfermant les femmes à des tâches plus domestiques. C'est ce qui explique ce rapport entre les hommes et les femmes qui a perduré pendant assez longtemps, avant l'émancipation des femmes avec le progrès technique. Aussi, il y a eu une première apparition des élites. C'était ceux qui possédaient les terres et les animaux, et c'était donc ceux qui dirigeaient. Et comme je disais, paradoxalement, les humains ont adopté l'agriculture pour avoir une vie plus abondante et plus facile. Mais en réalité, ça les a enfermés dans un mode de vie plus difficile. Il y avait une illusion de progrès, ce qui les a enfermés dans un cycle de travail, de surpopulation et de dépendance aux cultures agricoles. Et cette décision de passer à une population plus agricole était irréversible, parce que maintenant il y avait trop de bouches à nourrir et c'était impossible de redevenir des chasseurs-cueilleurs. Et c'est donc comme ça qu'on a forgé le destin de l'Homo sapiens, condamné dans une course sans fin vers plus de production et plus de croissance. La chose est, c'est qu'avec autant d'évolution, avec autant de progrès techniques, on est en train de s'enlever tous nos problèmes, et on se retire petit à petit de l'équation de notre propre vie. Tous nos besoins vont être comblés, et tout ce qui est pénible va être aussi comblé par des machines. La chose est, c'est qu'on va devoir retrouver une place dans l'équation, ou sinon créer une autre équation. Il y a aussi par exemple l'apparition des élites, comme à l'époque, mais de nouveaux genres. Ceux qui possédaient les terres et les animaux, c'était eux les élites. Maintenant, c'est ceux qui possèdent les réseaux sociaux, parce que c'est littéralement eux qui contrôlent comment pensent les gens. Et donc, ce que t'achètes, ce que tu penses, ce que tu manges, c'est influencé par ces réseaux sociaux. Je pense qu'il n'y a jamais eu des humains aussi puissants que ceux qui contrôlent ça. Le fait qu'on se retire de plus en plus de l'équation, qu'on enlève de plus en plus de pénibilité, ça fait qu'on n'a plus besoin spécialement d'utiliser nos corps. Prenons un exemple, chez les hommes, la testostérone qui fait que de chuter. Ça s'explique par la nourriture, ça s'explique aussi par le non-besoin de testostérone, parce que c'est la testostérone aussi qui donnait une certaine agressivité pour survivre aussi dans la nature. C'était important de pouvoir se laisser aller, pouvoir donner cette énergie un peu animale. Et cette chute-là fait que les hommes ont de plus en plus de problèmes de fertilité, parce que la testostérone permet la production de spermatozoïdes et le développement des parties génitales aussi. Et donc si on combine tout ça avec le manque d'activité physique, le manque de sens, ça fait les humains qu'on est aujourd'hui. Et donc je pense qu'il est important de se mettre soi-même dans l'inconfort. Parce qu'une espèce qui fait face à aucun inconfort, c'est une espèce qui n'évolue pas. Et donc un humain comme toi et moi, qui fait face à aucun inconfort, c'est quelqu'un qui stagne, et par définition, quand on stagne, on se sent mal. Et le fait qu'on ait plus de problèmes, ça nous a rendus beaucoup plus faibles mentalement et physiquement. Et donc si je t'ai expliqué un petit peu toute cette histoire de l'humanité, c'est un peu pour te montrer qu'on a de quoi étudier, on a de quoi prendre un recul. Que je pense que parfois ça peut être bon de s'inspirer de ce qui se faisait avant. Pas totalement parce qu'il y avait des trucs, c'était un petit peu aberrant, mais que redonner par exemple l'importance à son corps, c'est-à-dire faire du sport, tu le regretteras jamais, tu vas te sentir bien, et ça t'évite de penser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu réussis à battre une épreuve, tu te sens bien, et ça te donne de plus en plus confiance. C'est pas obligé que ça soit spécialement de la musculation, ça peut être un défi, je sais pas, un marathon, un semi-marathon, ou ça peut être marcher, je sais pas, un certain nombre de kilomètres. Alors perso de mon côté, j'essaie tous les jours de devenir une meilleure version de moi-même, pour moi et ma tribu, donc mes proches, et j'espère que cette vidéo a pu t'aider à réaliser certaines choses. Alors fais les choses aujourd'hui, pour le bien du toi futur. Bye bye.